We go live in 3, 2. Je m'appelle Ismaël Eliraki, je suis le réalisateur de Zanka Contact, qui est donc mon premier long métrage. Avant de faire ce film, j'ai fait 2 courts, dont un qui a une grosse partie du casting de ce film. Les 2 courts ayant la même équipe en fait, même chef-op, même monteur, tout ça. Donc c'était 2 films qui s'appelaient Arrache et Carcasse. Je suis marocain, je suis arrivé en France après mon bac pour faire la FEMIS en réalisation. Et depuis, en fait, j'ai porté ce projet-là pendant très longtemps. C'est un film qui a été difficile à faire parce que c'était pas trop dans la case de ce qu'on attend du Maroc, en fait, d'un cinéaste marocain. Donc ça a mis un peu de temps, mais on a fini par la casser, cette case, et par faire ce film qui donc, a eu sa première mondiale à Venise en 2020. Et ensuite, première française à Cinémed, je crois que tu l'as vu. ماشي غير ودنيك غني بداتك كلها سمعي بداتك كلها الرعدة اللي في كرشك هي اللي تبعك. C'est vrai qu'on attend un certain cinéma en fait des cinéastes du Sud. Non pas que ce soit problème, c'est-à-dire qu'on attend un cinéma plutôt narratif, plutôt taiseux, et souvent d'ailleurs plutôt rural aussi. Nous, on arrivait avec un film qui est très genre, très rock'n'roll, très écrit, beaucoup de dialogues. C'est une ville où on tchatche beaucoup, Casablanca. Et donc, on me disait, mais c'est étrange, pourquoi vous voulez faire un film avec des coups de guitare dans la gueule, et des Rottweilers, des concerts de métal c'est vraiment marocain, ça? Bah ouais. Précisément, oui, c'est là que ça se passe en fait. C'est là que c'est intéressant pour moi qui suis marocain, c'est que c'est mon adolescence, c'est les choses qui m'ont nourri, c'est la façon dont justement le rock a vraiment un impact important en fait au Maroc et dans les pays africains, qu'il est un peu perdu peut-être aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le rock c'est moins subversif en Europe. Alors que chez nous, tu peux encore te faire arrêter parce que tu as un t-shirt Cannibal Corpse, parce qu'on te prend pour un sataniste. Tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on était face en fait à un mur qui dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on était face à cette espèce d'attente qui en fait se transforme un petit peu en censure. Et donc pour moi et pour toute mon équipe, que ce soit vraiment les comédiens, les techniciens, chaque personne à chaque poste, on avait une idée précise de ce qu'on voulait pas être en fait. Parce que on n'était pas là pour donner des nouvelles du Maroc, on n'était pas là pour décrire une situation sociale, on était là pour faire du cinéma, on était là pour donner de l'émotion, on était là pour créer quelque chose ensemble, pour fabriquer quelque chose ensemble. Et notre croyance, c'est que ça, c'est universel en fait. Cette émotion-là, elle est totalement universelle. On s'en fout d'où tu viens, on s'en fout de à quel genre tu es censé être prédestiné. Donc notre position politique, elle est celle-là. Elle est de dire, en tant que cinéaste africain, bien sûr qu'on a le droit de faire des films à visée sociale et tout. Il y a des films magnifiques qui se font comme ça. Mais si c'est pas notre cam, et nous c'était pas notre cam, on a le droit de faire du western, de la SF, de la comédie romantique, de faire des films qui soient vraiment centrés sur l'émotion, comme les Zanka, quoi. Donc ça a mis vachement de temps parce que un des trucs aussi auxquels on s'est colté, c'est la censure au Maroc. Le film avait aussi besoin du Maroc pour se faire financièrement. Et donc un des murs, ça a été ça. Ça a été que le film précédent de mon producteur, c'était un film qui s'appelle Much Love de Nabil Ayouch, qui était interdit au Maroc. Moi, mon film précédent, c'était un court-métrage qui s'appelle Arrache, qui était interdit au Maroc. Et donc on s'est retrouvé un peu face à un mur, parce qu'on est arrivé aussi à un moment où voilà, les gouvernements changeaient, on avait les islamistes qui arrivaient dans le jeu, et Zanka Contact, un film où on boit du Jack Daniels et où on a des nanas qui, un peu, disons, extrêmement puissantes, c'était pas trop du goût de certaines personnes dans nos commissions. Et puis c'est passé un petit miracle, que la commission a changé, tout le monde a été viré, on a eu des gens extraordinaires qui sont arrivés, et qui ont d'ailleurs, il n'y avait pas que notre film, mais tous les films qui ont été aidés à cette commission, c'est des films qui sont plutôt libertaires. Donc ça c'était super, puis le film a fini par pouvoir se faire comme ça. C'est long parce qu'il y a plusieurs pays, on grappille un petit peu à droite à gauche, il y a des fonds qui viennent de plein de pays différents, et on finit par arriver à monter ça, quoi. 500 درهم والبرتوش عندي غير هنا. ايه رجاء عمرك ما تعيط لي ولا تسمعي فهمتي؟ عندك اسم حراكي حتى انا. Ce
qu'on a fait là, donc avec toute l'équipe, parce que ça, c'est pas un truc, c'est pas le genre de décision que tu peux tenir seul. C'est-à-dire que tu fais ça. Donc, dans quel contexte, c'est un film qui tournait en 35 mm, j'imagine que c'est aussi pour ça que c'est en pellicule, c'est en cinémascope, anamorphique. C'est un film effectivement extrêmement narratif avec beaucoup de codes du western, du film noir. C'est quand même principalement un western pour moi. Et où toute la musique est live aussi. C'était aussi un des enjeux du film. Donc, ça, normalement, dans un budget qui est le nôtre, c'est-à-dire qu'on a un film à peu près 1 million d'euros, c'est impossible. C'est juste totalement impossible. C'est devenu possible parce que chacune des personnes de cette équipe, le chef déco, la chef costumière, le chef op, chacune de ces personnes s'est investie à fond dans le film, et les comédiens aussi, parce qu'on avait quelque chose à montrer en fait, qui est que il y a cet esprit rebelle, subversif à Casablanca. Il y a aussi cette espèce de tourbillon d'émotions que vous donne cette ville, quoi. C'est un truc, on nous parle souvent de Tarantino, bah nous franchement Tarantino on l'a vécu, quoi. Pour nous Tarantino c'est un mec de casa, parce que tu vois ce truc de tu parles à quelqu'un dans la rue, le mec il tend la main vers toi, tu sais pas si c'est pour te mettre une droite ou pour te caresser, tu sais pas tu vois, si au bout de la phrase il y a une vanne ou une baigne, tu vois, ça c'est casa. C'est totalement casa. La possibilité de la violence à tout moment et en même temps l'humour qui est toujours là, ça peut toujours se désamorcer, ça peut toujours partir en couille. C'est totalement Casablanca. Et il y a un esprit en fait là-dedans de subversion, de liberté, qui est ce qu'on voulait donner à voir en fait, ce qu'on voulait donner à voir. Donc, dans quel contexte? Pas du tout un film réaliste. C'est ce qu'il y a de réaliste dans le film, c'est l'esprit de Casa. C'est ça qui est pas réaliste mais authentique, vrai, tu vois. ليش ما تتغنيش؟ لا ما نهضروش في هادشي خوتي هاكنا ناشطين On écrit pour des comédiens. Moi, j'ai donc écrit pour Hansa Batman, qui joue le rôle principal du film, qui a eu le prix de la meilleure actrice à Venise, Horizonti, alors qu'elle avait jamais joué avant, parce que elle incarne totalement cet esprit, cette poésie libre et forte, puissante de la ville, quoi. C'est-à-dire que cette meuf, c'est une rockstar au Maroc, donc Hansa. Elle vient d'une famille, c'est hallucinante, les Batman, où son père et sa mère ont monté un groupe rock psyché dans les années 70 qui s'appelle Les Mchad, que je t'encourage à écouter, qui défonce. Son oncle, c'est le chanteur et le compositeur de Nassel Rewan, qui est le groupe que Scorsese appelait les Scorsese les Rolling Stones de l'Afrique, où tu peux les entendre dans La Dernière Tentation du Christ. Et son grand-père était poète, enfin bon, bref. C'est une poétesse extrêmement puissante aussi dans ses textes. Donc cette puissance de Casa, cette espèce de mélange d'argot, de justesse, mais surtout de force, quoi, tu vois, elle l'incarnait totalement. Donc pour moi, écrire ce rôle-là pour elle, c'était une évidence, c'était un truc. Et puis il y a tous les autres aussi. C'est Hyde Bay, c'est vraiment il y a quelque chose d'extrêmement authentique dans le fait que c'est écrit pour eux. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Soit d'éléments de leur personnalité, d'éléments de leur vie, de rapports entre eux, de choses. Voilà, c'est très personnel de ce côté-là. Puis après, il y a juste tout le côté. Tu sais, c'est un film où j'ai juste déversé tout ce que j'aime. Tu vois, il y a mes fringues, il y a ma bague, il y a enfin tout, quoi. Tu vois, c'est tourné chez ma grand-mère. C'est vraiment. Je ne peux pas faire plus perso. Et puis en même temps, il y a aussi tout ce qui me faisait peur. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce qui pouvait être difficile pour moi. Donc dans le film, il y a aussi mes hallucinations, mes cauchemars, parce que le sujet du film fondamentalement, c'est le stress post-traumatique, le PTSD, que moi j'ai pu ressentir après le Bataclan, comme survivant du Bataclan. Le truc dont je me suis rendu compte en fait à cette période-là, c'est que en fait, les sessions on allait de thérapie, de MDR et tout ça, il n'y avait pas que des survivants du Bataclan, il y avait des militaires qui revenaient de zone de guerre, il y avait beaucoup de femmes et d'hommes violés. Et donc en fait, tu te rends compte qu'il y a cette espèce de maladie infectieuse qui t'est transmise par la violence, et tu reconnais ça chez les autres reconnaissent ça chez toi. Et en fait, ce que ça donne, c'est que c'est un des moments où tu as vraiment l'impression d'être fou et d'être seul, parce que tu l'es. Et en fait, ce que ça donne, c'est une lueur d'espoir, parce que tu te rends compte que tu peux reconnaître ça chez les autres, trouver des solutions, en fait, tu peux t'en sortir, quoi, tu vois, et on peut t'en sortir. Et donc c'est ça que raconte le film. Ton film, c'est toi, pendant un certain temps, pendant le temps que tu le portes.
Et donc, il change avec toi, il grandit avec toi. Et ce qui t'arrive, ça arrive au film aussi. Donc, moi, avant le Bataclan, j'avais démarré un peu le film. J'avais envie d'écrire pour ces comédiens-là. J'avais envie d'écrire sur cette ville-là. Mais j'avais pas, si je peux dire, encore trouvé le cœur émotionnel de mon film. Qui est un truc que j'ai trouvé parce que ça a été ma façon cathartique, voilà, de me sortir de cet après le Bataclan. Et en fait, d'un coup, ça s'est mis aussi à faire sens avec d'autres choses. Pendant tout le temps, mais j'ai réécrit sur le plateau, je réécrivais tous les jours. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui m'arrivait, puis après sur le plateau, tout ce qui nous arrivait, ça arrivait au film aussi. Donc ça continuait à changer, c'était une espèce de matière vivante en permanence, jusque il n'y a pas très longtemps. À un moment où voilà, le coup près tombe et puis c'est fini quoi. Voilà. Déjà, le film commence sur une reprise avant même les premières images du film. Tu as une reprise de Dust Lovers, alors si on se met à parler musique, ça va durer, mais bon, de Man of Constant Sorrow, qui, pour notre génération en tout cas, c'est pas un standard, c'est pas Bob Dylan, c'est Oh Brother, quoi, tu vois. Et pour eux, qui sont des mecs de notre âge, pour les Dust Lovers, quand ils ont fait cette reprise, ouais, c'était clairement ça leur référence, quoi. Et donc en fait, ça place le film un peu sous cette espèce d'hospice-là, mais c'est aussi beaucoup plus... les frères Cohen, c'est des cinéastes que j'ai... Pas vraiment scénaristiquement, mais en termes de mise en scène, sur l'art de la rupture. C'est des cinéastes que j'ai été biberonné, quoi, tu vois, vraiment. Personne ne fait vriller une scène comme les frères Cohen. Et il y a des trucs tout simples, mais comme par exemple, tu vois, comment tu mets deux personnages dans un cadre, c'est génial, c'est génial. Où est-ce que tu places les regards, où est-ce que tu vois, c'est comment tu décales les choses vraiment sur ce qui est purement du cinéma. C'est-à-dire que moi, en toute sincérité, ce qu'on fait avec Zanka Contact, c'est de l'artisanat. Moi, ma référence dans la vie, c'est les artisans. J'adore les artisans. Tu vois, j'aurais voulu savoir travailler. Tu vois, le cuir, par exemple, tu vois, c'est quelque chose qui me fascine. Et pour moi, ce qu'on fait avec mon équipe quand on fabrique ce film, c'est de l'artisanat. Et donc, il y a un terme pour ça, tu vois, sur le maître artisan au Maroc, on dit un mellem. On dit la même chose pour un musicien d'ailleurs, un mellem. Et pour moi, les frères Cohen, c'est les mellem, quoi, tu vois. Et les mecs savent, en un très léger décadrage, bam, tu sais que ça va partir et qu'il y a quelqu'un qui va sortir un gun et que ça va mal finir. Tu vois, mais 2 minutes avant, tu étais dans une comédie pure. Ils sont capables de faire ce qui est, pour moi, l'horizon suprême, en tout cas, ce qui est vraiment la volonté avec Zanka, c'est de faire rire, pleurer, émouvoir, faire peur dans la même scène, quoi. Sur ce film, la musique est totalement première. Le scénario de Zanka Contact, la première page, c'était une playlist. Chaque chanson que vous entendrez dans le film, elle était dans le scénario. Au-delà de ça, il y a eu, parce que une personne dont on n'a pas encore parlé, c'est Alexandre Tartière, le compositeur du film, qui est quelqu'un que je connais que j'admire depuis que j'ai 15 ans, quoi. C'était mon pote de lycée qui a monté un groupe avec Neil Nejai, qui fait la doublure guitare de Larsen dans le film et qui joue les solos de guitare du film. Ils ont monté un groupe ensemble qui s'appelle Askandar, et en fait ces mecs pendant l'écriture, c'est une chose, tu sais, d'écrire alors la musique est comme ci comme ça, et puis on ressent telle et telle émotion. C'est autre chose de le faire. Et donc en fait, pour moi, j'avais besoin d'être nourri en permanence de ça. Et ce qui était formidable dans le travail avec Alexandre, c'est que il a lu des premières versions de scénar, quoi, tu vois. C'était vraiment et c'était un espèce de travail en continu où moi, quand j'avais un peu une idée de ce que je voulais faire, j'ai écrit les paroles, les chansons, et puis je lui envoyais constamment
des références, des points précis. Alors tu vois là, à tel moment, j'ai besoin que sur le refrain, ça puisse être scandé comme ça, tu vois. Genre par exemple, full contact love, pour se mettre trois coups de patte, tu vois. J'ai besoin qu'à tel moment, il y a un moment où il essaie de chanter la chanson, mais sa voix casse, tu vois. Donc j'ai besoin d'une high note à tel moment précis, il faut qu'il et, euh, et c'était génial parce que Alex, il a vraiment plus que vu dans mon cœur, quoi. Et ce mec, il a été capable de faire des trucs, mais par exemple, bon, donc, on a la chanson de jeunesse, on a le tube de jeunesse du personnage principal qui s'appelle Full Contact Love. Qui sur le tournage qui a été un peu notre Vietnam, c'est devenu notre cri de ralliement à l'équipe, tu vois, c'était Full Contact Love. C'est vraiment une chanson 90s Guns N' Roses, tu vois, machin, bon, Neil et moi on est des gros fans de Slash, tu vois, donc ça sonne vraiment comme ça, et c'est au point où pendant la post-prod son du film en Belgique, on nous demandait ah mais c'est cool ça, vous l'avez trouvé où c'est un vieux, parce qu'on a fait un faux vinyle, tu vois, vous l'avez trouvé en brocante ou quoi, c'est quoi le truc, tu vois. C'était le meilleur compliment qu'on pouvait nous faire, tu vois, c'est-à-dire que ça sonnait juste en fait, tu vois, et encore une fois, il s'agit pas du tout de pastiche, c'est vraiment une pure œuvre d'amour pour les mecs qui ont fait cette musique là à ce moment-là. Et en fait, c'était un moyen pour nous de placer ce mec. Ce Larsen Snake, bah en fait, musicalement, de la même façon que narrativement, il a un background, il a sa backstory, son histoire familiale, il a son histoire sociale, de quel milieu il vient, il a son histoire, enfin voilà, et il a aussi son histoire musicale. Donc c'était voilà, très important, très important. Mais bon, clairement, quand je dis la musique était première, j'ai écrit ce film en écoutant en boucle un album des variations qui s'appelle Moroccan Roll. Donc faut qu'on y vienne, tu vois. Les variations, pour moi, ils représentaient musicalement ce que moi, je rêvais de faire au cinéma. C'est-à-dire que c'est des mecs, c'est donc un groupe marocain des années 70, qui sont un peu malheureusement oubliés aujourd'hui, mais dont il y a encore des membres vivants, notamment Marc Tobali qui vit à Paris, le guitariste, compo, incroyable guitariste. Enfin, t'as écouté les variations, tu sais de quoi je parle. Ils ont fait la première partie de Led Zeppelin à Olympia en 71, et Jimmy Page était un méga fan des variations. Et en fait, ces gars, ils ont réussi à faire un mélange qui est que leur musique, et spécifiquement dans Moroccan Roll, c'était un peu le but de cet album, elle est à 100% authentiquement rock'n'roll. C'est pas du world, c'est pas du je sais pas quoi. Et elle est authentiquement marocaine. Et pour moi, le but avec Zanka, c'était ça. C'est-à-dire c'était de faire un film qui vraiment soit de façon totalement authentique dans les genres que j'aime et dans les émotions que j'aime au cinéma. C'est-à-dire que pour moi, ça transcende totalement la nationalité du film, sa provenance. Mais en même temps, je voulais que ce soit, même c'est plus spécifique, je voulais que ce soit un film de Casa. Tu vois, je voulais que ce soit un film de Casa, de centre-ville Casablanca. Quoi, tu vois. Et c'est un film, je suis fier de pouvoir dire que ce film, il est fabriqué centre-ville de Casa et dans le nord de Paris. Ça pourrait être, enfin, ça peut sembler, comment dire, un peu tiré par les cheveux de faire un film rock inspiré par Léon et Tarantino à Casablanca. Mais en fait, pour moi, c'est juste le mode de pensée le plus authentiquement marocain et kazaoui qui puisse être, quoi, tu vois. C'est le mélange, en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être rock'n'roll dans l'esprit. C'est-à-dire que, tu vois, quand je parlais de l'esprit de Casa, pour moi, c'est ça, si tu veux, ce que ça incarne, quoi. Si ce côté-là, c'est-à-dire subversif, libertaire, si ce côté-là qui met l'émotion en premier, euh, si ce côté-là fonctionne, mais en fait, quelque part, la musique, tu la prends avec, quoi. Je parle du public qui est pas forcément, qui vient pas voir le film pour sa musique. Des gens qui, par exemple, il y a un concert de Cadavar dans le film, au milieu du film, qui est un gros morceau du film. Moi, j'ai quand même là, dans les festivals et tout, pas mal de gens qui regardent le film, qui savent pas qu'ils sont Cadavar, qui se rendent pas compte du miracle que ça a été d'avoir ce concert de Cadavar dans un film marocain, et Cadavar qui débarque à Casablanca pour faire ce concert devant les 400 métalleux de Casa qui sont, ouais, c'est moi à 16 ans, quoi, à 17 ans, tu vois. C'est vraiment, c'était un espèce de cadeau de tchèque au ISMA de 2000, enfin d'avant. Mais vraiment, le fait que cette musique-là, comme tu dis, elle va pas très bien, c'est plutôt un truc qui pour moi est un problème très européen.
C'est-à-dire que, en tout cas, moi je vois, bon, au Maroc, au Maghreb, en Afrique même, tu vois, il y a vraiment un sens au rock, au métal. Ça veut vraiment dire quelque chose parce que, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, ça reste une musique de libre penseur, ça incarne quelque chose, ça veut dire quelque chose quand tu écoutes du rock et du métal, ça veut dire quelque chose par rapport ouais, ta liberté de penser et aussi par rapport au risque que tu prends. C'est-à-dire que le côté subversif du rock est encore vraiment vivace. Donc ça veut dire que sa sensualité aussi est encore vraiment vivace, tu vois. C'est un truc qui est hyper important, ça, dont on a assez peu parlé, mais le fait de raconter une histoire d'amour à travers cette musique-là. Tu vois, souvent, les premières projos où il y avait encore vraiment, parce que toute la musique dans le film est live, il y avait que le live, quoi, tu vois. Je disais, mais quand même, vous voulez pas rajouter un peu de musique un peu plus, enfin, plus douce, quoi. Bah non, l'émotion, elle est dedans, quoi, tu vois, elle est dedans. Une guitare électrique, elle peut te faire pleurer, quoi. Donc ça, moi je crois que ça transcende le genre en termes musicaux. Tu vois, je pense que les gens qui sont émus par le film sont aussi émus par les Larsen, ils sont aussi émus par les coups de pédale wah-wah, quoi, tu vois, ils sont aussi émus par ça, quoi, tu vois. Peut-être pas de la même façon que nous, parce qu'ils n'ont pas le côté référentiel, et c'est absolument pas grave, au contraire même, parce que ce à quoi ça leur donne accès, c'est à l'émotion brute, pure, quoi. Tu vois. Moi, voilà, ce qui coule dans mes veines, c'est la fiction, quoi. Bah, en fait, j'aime quand c'est lyrique, quoi. J'aime quand ça déborde, quoi, tu vois. J'ai pas vraiment d'appétence pour Mais après, faire un biopic de variation dans le Kazan des années 70, ça me parlerait carrément plus. Tu vois.